Comme vous le savez, donc, c'est un meeting, 3 intervenants. Moi-même, David Wagner, je suis un des 2 députés de D-Link, et également membre observateur de la Commission des Affaires étrangères, ce qui m'a amené également à m'engager fortement en faveur de la population palestinienne. Et ça n'est toujours pas terminé. Je vais parler une dizaine de minutes, suivi par Franz Fayo, que vous connaissez certainement également, actuellement député du Parti socialiste, ancien ministre de l'économie, du commerce extérieur et de la coopération, si je ne me trompe pas, et qui lui aussi fait partie de ces quelques députés qui se sont engagés très fortement aussi en faveur de la Palestine. Nous sommes quelques députés d'E-Link, quelques socialistes, quelques verts également, qui nous sommes engagés, je crois, avec une certaine énergie en faveur de la défense de la Palestine. Je le remercie d'être venu. C'est pas toujours facile pour un député de participer à un meeting organisé par un autre parti. C'est rare en tout cas, mais on n'est pas des partis ennemis, donc ça va, je crois que ça va bien se passer et on le remercie. Et puis, je ne sais pas si je dois aussi la présenter à tout le monde, mais Dalia Kader également va aussi intervenir. Dalia Kader, pour toutes celles et ceux d'entre vous qui participaient plus ou moins régulièrement à des manifestations pour la Palestine, parce qu'il y en a quasiment toutes les semaines depuis le génocide, depuis le début du génocide au Luxembourg, toutes les semaines. Je crois que Dalia est quasiment toujours, et on la reconnaît toujours parce qu'elle porte le mégaphone, lance les slogans. Donc c'est une des principales animatrices également du collectif So Palestine et également initiatrice de 2 pétitions publiques qui avaient réussi à passer également à obtenir les 4500 signatures pour pouvoir avoir un hearing au Parlement luxembourgeois. La première pétition, c'était pour la reconnaissance de l'État de Palestine et la seconde pétition pour demander des sanctions à l'égard d'Israël. Donc merci beaucoup aussi à Dalia qui a répondu présent. Et par la suite, je pense que c'est peut-être le seul que vous n'avez pas rencontré in vivo ici au Luxembourg, mais vous le connaissez probablement, c'est Gilbert Achcar, qui a accepté, qui nous a fait l'honneur d'être présent à ce meeting. Gilbert Achcar, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc est un chercheur franco-libanais né à Beyrouth, qui est chercheur à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Vous avez certainement eu l'occasion, tous d'entre vous, de lire ses contributions, notamment dans le monde diplomatique, mais également sur divers médias. Il a également écrit un ouvrage ensemble avec Noam Chomsky sur les relations internationales. Et évidemment, Gilbert Achcar est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, et il vient de publier cette année aussi un ouvrage que vous pourrez d'ailleurs également acheter, puisque là-bas nous avons une petite boutique, donc vous avez l'occasion d'acheter son ouvrage, d'autres livres également, puisqu'il y a le comité pour une paix juste aussi qui propose des ouvrages, mais évidemment celui de Gilbert Achcar, le dernier, Gaza, un génocide annoncé, un tournant dans l'histoire mondiale aux éditions La Dispute. Voilà, donc merci, un grand merci aussi à Gilbert d'être venu ici. Nous allons... Quand nous avons pris la décision d'organiser ce meeting, il y a déjà quelques mois de cela, Israël faisait encore tomber une pluie d'acier et de feu sur la population civile de Gaza. Entre-temps, il y a une sorte officiellement de cessez-le-feu qui a été décidé en échange, suite à un échange et à la libération des otages. Parce que Israël justifiait ses bombardements, en fait son génocide, par la volonté soit d'annihiler le Hamas, soit c'est selon la libération des otages. Enfin, les versions pouvaient varier. Pour certains observateurs peut-être un peu superficiels, l'affaire serait donc bouclée maintenant. Les bombardements auraient cessé et un plan, le plan Trump, que certains qualifient de plan de paix, serait mis en place. Donc, franchement, pourquoi continuer de parler de Gaza, pourquoi continuer de parler de la Palestine ? Je pense que ce genre de réflexion ne peut venir que d'observateurs superficiels. Superficiels parce qu'Israël, en fait, continue à tuer dans Gaza, comme on le voit encore maintenant. Superficiel parce que le plan Trump, c'est pas un plan de paix.
D'ailleurs, ce n'était pas vraiment une guerre, c'est un génocide. Mais le plan Trump, c'est un plan de gestion coloniale de la Palestine. Superficiel parce que les droits des Palestiniens continuent à être bafoués à Jérusalem et en Cisjordanie, là aussi où Israël continue à voler et à tuer. Et donc ce n'est pas nouveau. C'est antérieur au massacre du 7 octobre 2023. Donc celles et ceux qui pensent que désormais la situation aurait été réglée sont probablement les mêmes qui pensent que la situation avant le 7 octobre 2023 était en ordre. Alors, parmi ceux-là, il y a peut-être différentes catégories. Il y a peut-être ceux qui n'avaient de bonne foi ou par méconnaissance aucune idée de ce qui se passait avant dans ces territoires. Ça peut exister, mais je pense que la majorité des personnes qui trouvent que maintenant le problème est réglé savaient très bien ce qui s'y passait et qui l'approuvaient, le trouvaient tout à fait normal. Trouver que l'état d'occupation par une puissance en fait occidentale, pour dire les mots, d'une nation du monde périphérique serait tout à fait normal et tout à fait acceptable, comme ce fut le cas il y a encore dans les années 60 ou et avant. Donc chaque militant, je pense aussi, chaque militante et chaque militant de la cause de l'émancipation en Palestine a été confronté au moins une fois avec la question suivante: pourquoi la Palestine et pourquoi pas une autre cause? Pourquoi ne dites-vous rien à propos du Soudan? Pourquoi ne dites-vous rien à propos de la faim dans le monde? Pourquoi ne dites-vous rien à propos des autres guerres et des autres conflits? Vous connaissez ces questions, vous les avez déjà toutes entendues, on vous les a probablement déjà toutes adressées. Bon, probablement ce que ces gens qui posent ce genre de questions ne savent pas ou feignent d'ignorer, c'est que très souvent les personnes engagées pour la Palestine le sont souvent déjà aussi pour d'autres causes. Très souvent ce sont aussi des militants anticapitalistes auxquels on n'a pas besoin de faire la leçon sur les causes de la famine ou de la guerre ou de la pauvreté de manière générale. Là n'est même pas la question en fait. Une des raisons pour lesquelles tant de citoyennes et de citoyens à travers le monde s'engagent en faveur de la Palestine, c'est tout simplement, si eux ne le font pas, qui alors le ferait? Parce que ce ne sont certainement pas ceux qui nous reprochent à tort de ne pas parler d'autres conflits. Ce ne seront certainement pas non plus forcément la majorité des grands médias de masse et encore moins la majorité des gouvernements occidentaux qui n'ont pas fait grand-chose. On peut regarder, on compare avec l'Ukraine qui se fait agresser de manière totalement illégale par la Russie. On ne peut pas le nier, l'Ukraine est soutenue par nos gouvernements, du moins dans les paroles, sinon dans les actes. Pas forcément de la meilleure manière, mais ça c'est une autre discussion. D'ailleurs, entre parenthèses, je pense que nos gouvernements n'en ont rien à faire non plus de la population ukrainienne, mais que l'Ukraine est surtout soutenue pour des raisons géostratégiques et c'est probablement également la raison pour laquelle la cause palestinienne est si déconsidérée, pour des raisons géostratégiques également. Je crois que le deux poids, deux mesures nous a tous tout le temps choqués. C'est une des raisons pour lesquelles nous nous engageons en faveur de la Palestine, car si nous ne le faisons pas, si les citoyens ne le font pas, personne ne le fera, et certainement pas les puissants de ce monde. Car quand on manifeste surtout dans les villes d'Europe, dans les rues des villes d'Europe ou d'Amérique du Nord, on ne manifeste pas seulement pour une paix quelconque, mais pour le dire simplement, pour mettre fin à une situation coloniale. Et donc nos manifestations s'adressent très souvent à nos propres gouvernements, qui tolèrent, sinon soutiennent, le régime colonial israélien. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons. La libération de la Palestine dépend du soutien des États-Unis, évidemment, de l'Occident global, en fait, à Israël, qui est son antenne au Proche-Orient. Le génocide à Gaza n'est pas la première horreur que l'humanité a connue, ce n'est malheureusement pas la dernière horreur que l'humanité risque de connaître et connaît actuellement, notamment, par exemple, justement, au Soudan. L'oppression de la Palestine, qui a culminé dans le génocide, a été un révélateur aux yeux de millions de personnes de par le monde. Un révélateur des rapports de classe, des rapports de domination de par le monde. Rares sont les conflits probablement où les antagonismes sont aussi palpables. Et je crois qu'on l'a tous un peu remarqué, à mesure que l'on se situe en haut de l'échelle sociale, à mesure que l'on est de plus en plus bourgeois, en quelque sorte idéologiquement, plus on a tendance, en règle générale, à se montrer compréhensif envers Israël, à se montrer solidaire avec Israël, à s'identifier avec cet État. A contrario, et c'était particulièrement frappant, je pense, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis,
que les latinos, que les afro-américains, que les natifs, que les personnes LGBTQI, que les personnes musulmanes, et aussi, c'est important à souligner, une très grande partie de personnes de confession juive, aient manifesté leur solidarité envers les Palestiniens, pour ne pas dire se sentent identifiés avec les Palestiniens, n'a strictement rien d'étonnant, c'est dans l'ordre des choses. Ce sont toutes des personnes qui ont connu elles-mêmes ou leurs ancêtres des oppressions diverses, des génocides, des oppressions économiques, ethniques, de genre, parfois combinées, et qui se reconnaissent non seulement dans la manière dont les Palestiniens sont traités, mais aussi dans la manière avec laquelle on leur nie toute forme de résistance, toute forme de droit à la résistance. Je ne parle pas maintenant du 7 octobre 2023, entendons-nous bien, qui était un acte catastrophique pour tout le monde, pour les victimes civiles, évidemment, et ensuite pour Gaza et pour les Palestiniens qui y ont vécu, comme nous l'avons vu. Mais voyez-vous, on a reproché, vous l'avez tous vu, à Zoran Mamdani, le nouveau maire élu de New York, d'avoir appelé, par exemple, à l'intifada, à la globalisation de l'intifada. Alors là, il y a aussi quand même un certain nombre de choses à dire. Apparemment, il ne l'aurait jamais dit, mais il aurait refusé de condamner la personne qui l'aurait dit. Bon, de toute façon, ça c'est un peu un trope maintenant chez certains journalistes, c'est toujours de demander à quelqu'un de condamner les propos de quelqu'un d'autre, c'est la question qu'ils posent à chaque fois, et à laquelle je pense c'est un jeu auquel il ne faut pas jouer. Mais soit, peu importe, Mamdani avait tout à fait raison de ne pas condamner. Car que veut dire intifada ? Je crois que nous le savons, intifada veut rien d'autre que soulèvement de masse, soulèvement contre une oppression, soulèvement contre une occupation, donc tout ce qu'il y a de plus légitime. Peut-être qu'il y en a qui confondent intifada avec djihad parce que c'est de l'arabe et c'est le même mot et dans leur tête c'est forcément méchant et c'est forcément dangereux. Je ne sais pas, mais ils sont incultes à un niveau que l'on ne peut pas sous-estimer parfois. Mais c'est quand même caractéristique de vouloir condamner un soulèvement contre une oppression, contre une occupation, alors que c'est le droit le plus légitime des peuples. Et que nous-mêmes, nous l'avons fait également ici en Europe et partout ailleurs. Mais dans la tête de ces gens, et je pense que ce n'est même pas inconscient, ou c'est inconscient peut-être, car souvent, certains d'entre eux se considèrent même comme progressistes, mais ils ont du mal peut-être, il y a ce colonialisme zombie peut-être en eux, comme ça, ils ont du mal à considérer que les non-blancs, que les non-racisés puissent résister, ou à la limite qu'ils doivent avoir une résistance convenable, dont les critères sont établis en Occident. C'est nous qui établissons les critères, nous qui donnons les bons points, les mauvais points. Ça, c'est une bonne résistance, ça, c'est une mauvaise résistance, etc. Car il y a des bonnes et des mauvaises résistances, comme nous l'avons vu, tout comme il y a des bons et des mauvais oppresseurs. Et dans ce cas précis, Israël est un bon oppresseur à leurs yeux. Je pense que c'est également une leçon qui nous est administrée. Beaucoup l'ont compris, de manière intime, de manière consciente ou inconsciente, surtout quiconque a peut-être aussi une conscience de classe ou une conscience aiguë des injustices. Beaucoup ont compris le message suivant que les classes dominantes, à travers ce conflit également, ont voulu nous administrer. Vous êtes tous des Palestiniens. Et voyez ce qui arrive à celles et ceux qui se révoltent, qui se soulèvent. Nous n'hésiterons pas à vous massacrer. Nous trouverons toujours une justification pour le faire. Ça me rappelle quasiment aussi les dernières pages d'Orwell de 1984 où l'on explique aux protagonistes que le futur, ce sera une botte qui écrase indéfiniment votre visage et qu'il n'y a plus d'espoir. C'est le message qu'on nous a administré, qu'on essaie de nous faire croire. Et n'oublions pas non plus le contexte dans lequel ce génocide se déroule. Parce qu'on assiste quand même, tout de même, à une reconfiguration brutale du modèle capitaliste à travers le monde, à une tentative de reprise en main brutale par le capital, notamment celui des énergies fossiles aussi, mais également de la tech, à la tête desquels se trouvent des idéologues ouvertement néofascistes, comme le germano-américain, néo-zélandais, je ne sais pas combien de... Ils ont toujours beaucoup de passeports, Peter Thiel, le chef de Palantir, de PayPal, qui lui rêve d'un monde dominé par des monopoles capitalistiques, un peu comme dans les pires dystopies du cyberpunk. C'est un peu ça qu'il nous fait miroiter, c'est ce qui nous pend au nez. Et donc, ce n'est pas un hasard non plus si Israël est un des centres de la tech internationale. Et les Palestiniens, pardonnez-moi ce terme, malheureusement, mais servent aussi de cobayes pour ces nouveaux instruments de surveillance, de contrôle, de mort.
Et je pense que c'est cela qui motive tant de personnes à s'engager aussi en faveur de l'émancipation de la Palestine. C'est bien plus qu'une révolte contre des images tragiques qui nous parvenaient depuis Gaza et qui continuent à nous parvenir depuis Gaza et de la Palestine, et la douleur empathique qu'un être humain peut ressentir lorsqu'il est témoin du martyre d'un congénère. C'est une révolte contre tout ce que la domination de classe peut avoir d'impitoyable et de brutal. Ceci étant dit, si la libération de la Palestine se fera en Palestine et en Israël, elle devra également compter sur les mobilisations dans les pays de l'Occident global, d'Europe et d'Amérique, et évidemment d'ailleurs. Les mobilisations de masse incessantes suivies ou accompagnées des attaques parfois virulentes de certains gouvernements contre ces mobilisations, notamment en France et au Royaume-Uni, ont bien prouvé que les classes dominantes ont compris que l'oppression des Palestiniens ne pouvait plus passer si facilement, qu'à part quelques idiots utiles, les mensonges et les manipulations ne passent plus. Les intimidations non plus, d'ailleurs, même si elles existent, également au Luxembourg, où des parlementaires se font traiter d'antisémites dans des mails anonymes envoyés aux députés, où M. Gottlieb, un des auteurs du rapport établi par l'association Recherche et Information sur l'antisémitisme au Luxembourg, où il confond volontairement antisémitisme et solidarité avec la Palestine, et il n'hésite pas à suggérer que Daylenk, par exemple, sur les ondes de RTL Radio, que Daylenk serait probablement un parti antisémite et que le Parti socialiste serait en train de le suivre. Il peut le dire, et personne ne dit rien, ce qui est quand même problématique. Ce même personnage et d'autres d'ailleurs ne cessent, je pense qu'il faut le dire publiquement parce que ça commence à bien faire, ne cessent d'intimider des militantes et des militants en contactant notamment également leurs employeurs pour qu'ils perdent leur emploi. C'est déjà arrivé d'ailleurs aussi, même s'il y a des procédures judiciaires. Et ça, c'est absolument inacceptable. Et je crois qu'on doit savoir, on doit le dire, on doit dénoncer ces méthodes, et on doit aussi leur faire bien comprendre que ça n'impressionne personne et qu'on ne va pas continuer à lutter en faveur de la Palestine, que nous allons continuer à prendre la parole, que nous allons continuer à faire des manifestations, et c'est ce que nous faisons encore évidemment ce soir, et je vous remercie beaucoup d'être présents encore une fois. Bonsoir, mesdames, messieurs, cher David. C'est un plaisir d'être ici ce soir parmi... C'est des brouillages qui sont envoyés, mais c'est un plaisir d'être ici ce soir. J'ai accepté avec plaisir l'invitation de David. Il l'a précisé, je ne suis pas ici en tant que troisième député de Daylenk, je suis toujours au Parti socialiste, mais j'ai accepté parce que nous partageons cette lutte, ce combat pour l'émancipation des Palestiniens, pour le droit à l'autodétermination, pour le droit à un État palestinien à la Chambre des députés et aussi en dehors de la Chambre des députés. C'est vrai pour nous deux, mais c'est aussi vrai pour nos partis politiques respectifs. Donc c'est sans hésiter que je suis venu ce soir. Nous partageons des indignations dans cette lutte. Nous partageons à la fois l'indignation devant la guerre génocidaire menée par le gouvernement d'extrême droite israélien à Gaza depuis le 7 octobre 2023. L'indignation aussi devant la politique de colonisation illégale et agressive dans les territoires palestiniens occupés. Indignation aussi face à l'horreur de dizaines de milliers de morts civiles à Gaza dans cette guerre menée par Israël, d'assister au spectacle, à la faillite morale de l'Occident et aussi de l'Union européenne, qui n'arrive pas même à s'entendre sur quelques sanctions, sur la suspension des relations commerciales ou de la vente des armements à Israël, qui sont même maintenant repris dans le cas de l'Allemagne. Et je voudrais dire que ce double standard des Européens face au conflit en Ukraine et dans le Proche-Orient est une menace terrible, pour moi une menace existentielle pour notre crédibilité, partout dans le monde. Crédibilité comme défenseur d'un ordre mondial construit sur le droit après la Deuxième Guerre mondiale et aussi défenseur des droits humains.
nous ne sommes tout simplement plus crédibles pour tenir ce discours, et ça c'est un terrible danger, même pour le projet européen, qui est un projet évidemment essentiel et civilisationnel. Nous nous sommes aussi toujours rejoints dans la condamnation sans équivoque du massacre commis par le Hamas le 7 octobre 2023. Stratégie perdante et désastreuse pour le peuple de Gaza, et je pense que le professeur Ashkar le montre bien dans son livre, mais aussi, encore une fois, contre-productif sur le plan de la recherche d'une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Alors, David Wagner l'a dit dans son intervention, on pose la question, pourquoi est-ce que vous vous intéressez, pourquoi vous engagez tellement pour la Palestine? Premièrement, il n'y a pas à choisir entre les engagements contre toutes les injustices et contre tous ces combats, que ce soit au Soudan ou comme en Palestine. Mais évidemment, la Palestine, il ne faut pas être un docteur en sciences politiques, c'est un conflit matriciel pour l'Europe, tout comme l'est l'Ukraine. Et donc, il est, je pense, assez facilement compréhensible pourquoi il faut s'engager. Il y a des luttes aussi auxquelles il est impossible d'être indifférent en tant qu'homme, que femme ou homme politique, simplement femme ou homme de gauche. La lutte du peuple palestinien pour le droit de vivre dignement et librement sur leur territoire, le droit à l'autodétermination côte à côte avec le peuple israélien, en fait partie. Alors, je pense qu'il ne faut pas aller sur le terrain pour comprendre cela, mais j'ai eu cette opportunité de me rendre en tant que ministre de la coopération dans les TPO en septembre 2022. Je n'ai pas pu aller à Gaza, mais je dois dire que ce que j'ai vu dans les territoires occupés m'a suffi pour comprendre à quel point cette lutte est inégale. J'ai vu et entendu le martyre que souffre quotidiennement le peuple palestinien dans un système d'apartheid brutal dont la seule visée est de rendre le maintien sur ces terres impossible pour le peuple palestinien. Et je pense qu'il est impératif de continuer à lutter pour les droits des Palestiniens, à l'autodétermination et à une existence paisible. Bon, on le fait à notre niveau ici au Luxembourg, nous on le fait au Parlement, c'est souvent un peu frustrant. Il y a parfois des succès d'étape. On a effectivement, je pense, réussi à mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il reconnaisse enfin l'État palestinien en septembre de cette année à l'Assemblée générale des Nations unies. On a aussi récemment réussi à faire passer une résolution sur une communication de l'Union européenne face aux sanctions et à la suspension de l'accord commercial avec Israël, qui était étonnamment, où on a même réussi à impliquer les partis de la majorité. Donc il y a parfois des succès, mais il y a aussi, il faut le dire, beaucoup de procrastination et beaucoup de tactiques ou de stratégies de retarder la chose et de retarder les avancées, et aussi surtout de s'exprimer clairement contre la politique du gouvernement israélien, ce qui ne devrait par contre, je ne pense pas être trop difficile. Mais ces tergiversations et ces hésitations concernent évidemment les sanctions, où le gouvernement luxembourgeois n'est clairement pas disposé à aller dans cette direction. Il concerne aussi les relations commerciales. Nous avons toujours un Trade and Investment Office à Tel Aviv qui fonctionne. L'histoire des bonds israéliens qui sont maintenant offerts au public à travers le Luxembourg. Toutes ces choses-là sont clairement ne sont pas en haut de l'ordre du jour et sont même, je pense, qu'il n'y a aucune volonté pour faire quoi que ce soit pour s'y opposer. Alors, bon, pour conclure, je pense qu'il faut dire, David Wagner a fait le constat, nous vivons une époque vraiment assez sombre, je dirais. Monsieur Ashkar parle d'une époque quasiment néo-fasciste.
on se voit effectivement remémorer les périodes sombres de l'entre-deux-guerres du siècle passé. On voit un retour de l'autoritarisme, un retour de bâton contre la démocratie même, des tendances à l'impérialisme, la déraison, l'irraisonnable qui sont à l'honneur. Et donc effectivement, il semble assez désespérant de voir comment on peut évoluer dans une direction positive pour une issue positive dans le conflit palestino-israélien. Mais je pense qu'il faut continuer à travailler avec les forces modérées, les gens raisonnables, parce que je persiste à croire que c'est la majorité, peut-être souvent silencieuse, mais qu'il y en a aussi du côté du peuple israélien, des Israéliens, qu'il y en a peut-être pas beaucoup en Israël, mais il y a effectivement beaucoup de gens, vous l'avez dit, aux États-Unis, qui ont basculé complètement de soutien à Israël vers à se mettre dans le camp des Palestiniens. Donc il faut essayer de travailler avec toutes ces forces raisonnables et aussi amener le peuple israélien à comprendre que seule une issue qui reconnaît le droit à l'existence et à l'autodétermination du peuple palestinien garantira aussi la paix et la sécurité d'Israël. Tout ça semble très loin et semble très improbable à l'heure actuelle, mais je persiste à penser que c'est la voie à poursuivre et c'est en tout cas celle pour laquelle je continuerai à m'engager. Voilà, je vous remercie de votre attention. So those are the protesters of every Saturday that is cheering. So first, thank you, David, for inviting me. I want to talk about the future of Palestine. And I want to talk about how we have been observing discussions, negotiations for decades, talking about borders, maps, political formulas, and not reaching any conclusion, because they reduce things to technicalities, and they make it sound complex, and they forget in those discussions and negotiations the basic, most essential need and requirement for any solution. That is the right for Palestinians to live free, to live equal, to live in justice, and to be full self-determined. Without those foundations, whatever solution you put on the table will not work. The illusion of negotiation that we have been living for decades has circled endlessly into discussions of a two-state solution. And ironically, the countries who speak about the two-state solutions can be categorized into two. The Western countries, who took so long to recognize Palestine and had to see a genocide in order to do it, or have not recognized it still, and the Arabian countries, who normalized the relationship with Israel, know that their people are still emotionally involved with Palestine, and they justify that normalization with the two-state solution discussion because it's a good excuse. We recognize Israel so that we can have a Palestinian state. And the challenges that all of them have sidelined the crucial element of any solution, and that is the right for Palestinians, the human rights of Palestinians. So as Palestinians, we learned, it's clear for us, the liberation of Palestine will come from us, from the Palestinians. It doesn't mean we don't need help or support, but the type of help and support we need
is from those people who amplify our voice and not hijack it and make it their voice. As Palestinians, we live two realities. Whoever Palestinian you meet will have those two realities, regardless of their background. The first reality is a reality we lived through our parents and grandparents. It's not far history. For me, it's my parents, it's my father and mother. And it's a reality where they describe to us a life where not only they could move freely in Palestine from one city to another, but they can move freely across the Levantine countries, from Jerusalem to Amman to Damascus to Beirut. These are stories from my parents. And those stories have been carried from generation to generation. We are told how Jerusalem, and I'm Jerusalemite, so I know the stories of Jerusalem, how open it was, how welcoming it was, how we lived in harmony regardless of our ethnicity, of our race, of our religion. We had a time when we lived in harmony, and we were welcoming for any of you to come and visit us. We were an open city. And those stories are carried not just as stories, they're carried to us through photographs, for deeds, through a key of return that we carry from one generation to another. This is not a romantic nostalgia. This is evidence that we know there was a home that has been taken. And then the second reality, today, the present, where we have lived 78 years of occupation. Every single element since 1948, my grandparents, my parents, from both sides, maternal and paternal, has an impact on my life. And I'm not talking only as a separate Palestinian. It's the same for every single Palestinian. We have seen massacres, we have seen wall of segregation, we have seen checkpoints, we have seen blockades, we have seen siege, we have seen it all. We have seen it until we have seen a genocide clear and loud. And then we have seen how the human rights laws and the human rights frameworks and international law and everything we built crumbles and fails to protect us. So those two realities made us realize it's not just a home that has been taken from us. It's a home that has been denied. It is a home that is being denied. So we look out and we see a broken moral campus. A broken moral campus. The most prejudiced human, when they see the suffering of Gaza, some sympathy should have surfaced, even the most prejudiced people. But it failed. It failed intentionally. It failed because we see the increase of racism. It failed because we see politicians putting interests of their own parties, of their own agendas, of their own countries in front of the moral ethics interest. It failed because we saw the media dehumanize us, turn us into statistics. We're not the same. We're not seen the same. We can see two parallel issues happening in the world, Ukraine and Russia, Palestine and Israel, and we can see the different language used, life. So, if we want to understand the future of Palestine, we need to reflect on those things. We need to reflect on the history of what made us reach what we reach today. We need to look at Israel, a state that is strongly military cultured. The IDF, so called and so branded as the moral army by Israel, was created by three paramilitary groups, the Haganah, the Irgun, and Lahai, in 1948. Those did not only shape the IDF, they shaped the politics of Israel.
Almost every prime minister of Israel comes from the IDF or one of those groups. It is a very military-oriented culture in Israel. And it was encouraged to be so. And then you have the whole history from the time when the UN partition plan, even before the Nakba, when we saw the land being given, more than 50% of our land given for less than 5% of the population, the Jewish population. And then we saw the Nakba, and we saw how the land and annexation was way more. And then the Naksa. And then we're seeing it until today, until recently, declaring 22 new Israeli settlements in the West Bank. It never stopped for us. It never stopped. We have not seen a break. Even the Oslo Accords, which was sold to us as a peace negotiation and a peace process, we realized quickly that it was nothing other than the remaining blueprint of the apartheid state. We realized on the streets, we realized that in life, when you walk in the streets of Palestine and you see no development, and you look around and you see settlements after settlements being populated. And it follows, we can go forever on the siege, on the wall, on the illegal settlements, on the apartheid checkpoints, all of it. And we see the world failing, negotiation after negotiation. But that's because they're forgetting the main essential element. What about the human rights of Palestinians? Now, it's not all dark. After a few years of genocide, Palestinians also see a global shift in the landscape of the world. What we knew about Israel is becoming common knowledge among the civil society today. That's why today when we look into the Abrahamic Accords, we don't see it the same way we saw Oslo when it first came to us. We don't see it as a peace process. We see it as another betrayal. So what is the path forward? What should we do? Where do we go from here? Basically, the ceasefire is the first step, and it has to be made real. People should not brand a genocide that is still ongoing today with a ceasefire. 400 people got killed since the announcement from Palestine, since the announcement of ceasefire. And we still have our hostages in the prisons of Israel. The second element that we cannot move forward without, accountability. We need to see accountability. Those who enabled the genocide and those who performed the genocide should be addressed. We cannot ignore it. We need to see dismantling of the current regime on the Israeli side. And I don't mean a resigning of Netanyahu or so. I mean really dismantling from the wall of segregation to the withdrawal of the illegal occupation to the breaking the siege on Gaza. We need to see real changes on the ground. And only then we can discuss. And when we discuss, we have to include all the rights of Palestinians, from the simplest, from freedom of movement, from freedom of living a life, from the ability of having a dignified life, to the right of return. Thank you so much. Bonsoir à toutes et à tous et
Merci à Dayling pour l'organisation de ce meeting et pour m'y avoir invité. Beaucoup a été dit dans les trois précédentes interventions, mais je vais essayer de m'attarder un peu sur l'analyse de la situation en cours et de la perspective historique immédiate et plus longue, à plus long terme dans laquelle tout cela se place. Et j'ai cru comprendre qu'à la fin, il y aura un peu de temps pour éventuellement quelques questions ou quelques échanges entre nous. Bien. Alors, nous vivons maintenant, aujourd'hui, une situation qui est dominée par l'illusion de la fin de cette guerre. L'illusion de la fin de cette guerre, elle se traduit également par une baisse notoire de l'attention des médias sur ce qui se passe en Palestine. Il y a toujours quelques informations par-ci par-là, mais dans les journaux télévisés, ce n'est plus du tout central. Or, je dirais que cette fin de la guerre, telle qu'elle est proclamée, est très largement une illusion. Une illusion non seulement parce que, d'une part, le massacre continue, comme ça vient d'être signalé. Vous avez plusieurs centaines de Palestiniens assassinés depuis la fin depuis ce qui est censé être la fin de la guerre ou depuis le cessez-le-feu. Mais plus généralement, on a l'impression de revivre pour la deuxième fois ou la troisième fois cette mise en scène du côté israélien, cette feinte de mettre fin à la guerre sans véritable intention qui correspondent. Rappelons-nous qu'en janvier dernier, juste avant la seconde investiture de Donald Trump, le gouvernement Netanyahou avait conclu une trêve sur la base d'un accord qui avait été négocié depuis de très longs mois, mais que Netanyahou avait très délibérément laissé traîner, bloqué, afin de ne pas accorder aux rivaux de Trump un succès diplomatique. Il s'en est pas caché. Et finalement, juste à la veille de l'investiture de Trump, vous avez eu cet accord qui comportait des phases, comme c'est le cas aujourd'hui. Et la première phase, bien sûr, la plus immédiate, c'était un arrêt des combats, puis un échange de prisonniers, d'otages, comme on les appelle, de part et d'autre. Un des ministres de l'ultra-droite, parce que vous avez un gouvernement d'extrême droite, mais il y a une coalition entre l'extrême droite et l'ultra-droite, les Ben Gvir et Smotrich. Là, le terme d'extrême droite même devient trop faible. Eh bien, l'un des deux ténors de cette ultra-droite s'était mis à l'écart du gouvernement, avait suspendu sa participation au gouvernement en disant qu'il attendait la reprise de la guerre, alors qu'on était face à un plan de paix. Il attendait la reprise de la guerre pour décider d'y revenir, n'est-ce pas? Donc il avait très clairement obtenu des assurances de la part de Netanyahou que tout cela n'était qu'une trêve, afin d'obtenir une libération d'otages, d'autant plus qu'il y avait une pression du côté d'une partie de la population israélienne à cet effet, sur la question des personnes détenues par le Hamas et ses alliés. Et effectivement, il n'y a jamais eu de deuxième phase, puisque tout a été bloqué et Israël s'est lancé de nouveau et de plus belle, je dirais, dans une nouvelle phase de l'occupation, cette fois-ci encore plus systématique, du nord de Gaza en direction du sud. Eh bien, tout
porte à croire que nous sommes devant une répétition de ce scénario, en tout cas dans l'intention du gouvernement israélien. Netanyahou a sûrement expliqué à ses alliés de l'ultra-droite qu'il en va de même, il faut, d'une part, parce qu'il y a pression de l'administration Trump pour un arrangement, et puis d'autre part, parce qu'il y a le problème, encore une fois, des derniers détenus, des derniers captifs du côté du Hamas, eh bien qu'il fallait de nouveau un nouvel accord, mais qu'une fois encore, eh bien ça n'ira pas loin et que tout cela reprendra bientôt. Tout porte à croire qu'on est de nouveau dans ce type de scénario, et d'ailleurs, eh bien, ce fameux plan de paix de Donald Trump, eh bien, est aujourd'hui tout à fait bloqué. On voit bien que les choses sont bloquées. Ce plan de paix qui a été confirmé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, est un accord, un plan tout à fait bâclé, qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, qui ne fait que désigner quelques grands traits, mais sans aucune perspective concrète sur son application, et qui est, eh bien, de plusieurs points de vue, une injustice flagrante. C'est un soi-disant plan de paix qui est en fait une sorte de récompense apportée à l'agresseur, à l'oppresseur, plutôt qu'autre chose. D'abord, c'est un plan de paix, ou soi-disant plan de paix, qui ne prévoit même pas le retrait total de l'armée israélienne. Il prévoit le retrait qui a eu lieu afin d'obtenir les échanges de captifs, de prisonniers, donc la libération des derniers détenus vivants encore du côté du Hamas, donc retrait de l'armée israélienne qui continue à occuper plus de la majorité du territoire de Gaza. Et selon ce même plan, il devrait y avoir à l'avenir une deuxième phase de retrait, mais avec l'armée israélienne continuant à occuper une zone de sécurité, dite de sécurité, tout le long de la frontière de Gaza, jusqu'à ce que l'État d'Israël juge qu'il n'y a plus de problème de sécurité, c'est-à-dire en renvoyant l'affaire au calendrier grec. Donc, un accord qui ne prévoit pas très clairement, très ouvertement un retrait total, mais uniquement un retrait partiel de l'armée israélienne. Un accord qui ouvertement nie le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. On a un accord qui est vraiment explicite sur le fait que le droit à l'autodétermination n'est pas reconnu, puisqu'il est indiqué dans l'accord que ce droit est une hypothèse d'avenir. Une hypothèse d'avenir, eh bien, conditionnée par une réforme de l'autorité palestinienne. Alors, on est dans la violation la plus directe possible de la notion d'autodétermination, n'est-ce pas ? Puisque cette soi-disant autodétermination des Palestiniens, elle est conditionnée par leur propre soumission aux conditions de l'occupant, précisément, aux conditions israéliennes, puisque l'autorité palestinienne donc est censée être réformée, entre guillemets, une autorité palestinienne que la grande majorité, 80% ou plus du peuple palestinien, considère comme une autorité de collaboration avec l'occupation, et malgré tout cela, ça ne suffit pas au gouvernement Netanyahou. Il veut une autorité qui soit encore plus inféodée, encore plus soumise à l'État d'Israël, que ce n'est le cas avec l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. C'est ensuite un plan de paix qui prévoit l'équivalent moderne des mandats coloniaux de l'entre-deux-guerres. C'est un mandat colonial. Enfin, le terme n'y est pas, mais on est devant un mandat colonial puisqu'il y a une administration
qui s'appelle, qui a été appelé Conseil de paix, et qui est présidé par Donald Trump, qui est censé prendre en charge ce territoire. Et je dois dire que même du point de vue, enfin déjà le plan de paix est un des plans de paix les plus bâclés de l'histoire, bon, mais cette résolution du Conseil de sécurité est une des plus grotesques de l'histoire des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. On n'a jamais vu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui prévoit que le président des États-Unis va présider à l'administration d'un autre territoire. C'est vraiment tout à fait loufoque. Hein. Et ce serait comique, je dirais, si on n'était pas dans le tragique, dans le très tragique d'ailleurs, dans une situation de génocide. Et de génocide qui n'est pas terminé, visiblement. Et enfin, là où ça bloque, là où ce plan de paix bloque, c'est bien sûr ce qui est en fait le deuxième élément essentiel après ce qui a déjà été réalisé avec les libérations, l'échange de libérations, qui est le désarmement du Hamas et le déploiement d'une force dite force internationale de stabilisation dans la partie de Gaza non occupée, enfin dont s'est retirée l'armée israélienne. Eh bien, cette force internationale de stabilisation, c'est ce qui bloque complètement aujourd'hui, parce que tous les États qui avaient exprimé leur disposition à y participer, eh bien, ont changé d'avis. Et pourquoi ils ont changé d'avis ? Eh bien, parce que, tout simplement, au départ, quand le plan de paix de Trump a été annoncé, le Hamas, sous pression du Qatar, et de la Turquie, mais le Qatar surtout, le Hamas avait proclamé son approbation. Et c'était d'ailleurs, ça avait été perçu par beaucoup comme une capitulation, puisqu'il acceptait de libérer les derniers Israéliens détenus sans retrait total, comme il l'avait exigé auparavant, de l'armée israélienne de Gaza. Sauf que, eh bien, et ça montre qu'il y a des tiraillements au sein même du Hamas, mais sauf que, eh bien, le Hamas a par la suite expliqué qu'il n'accepterait de rendre ses armes qu'à une force qui jouit d'un consensus palestinien. Donc un consensus palestinien qui comprend bien sûr le Hamas lui-même. Et donc ça veut dire que tout est bloqué, puisque eh bien, les États donc, qui avaient exprimé leur disposition à participer comprennent maintenant que ça voudrait dire, eh bien, ça risquerait de les engager dans une situation de guerre avec les Palestiniens, avec la résistance palestinienne, et ils ne veulent pas, surtout quand il s'agit d'États arabes et musulmans, eh bien, ils ne veulent pas, face à leurs opinions publiques, se retrouver dans une telle situation. C'est pour ça que tout est bloqué. Et ça arrange Benjamin Netanyahou tout à fait, lui et ses alliés, parce que la prochaine étape, c'est la reprise de la poursuite de l'occupation, c'est la poursuite de leur guerre, et c'est la poursuite de leur objectif. Et là, il est important d'être très clair sur ce qui est en cours depuis le 7 octobre. Alors, j'ai effectivement qualifié le 7 octobre d'erreur, de mauvais calcul catastrophique. Je crois que les conséquences sont visibles, elles sont catastrophiques pour le peuple palestinien, pour les rapports de force régionaux et tout le reste. Mais prétendre que ce génocide est un droit de défense de l'État d'Israël face au 7 octobre, c'est une hypocrisie absolument énorme. D'abord, est-ce qu'il y a un droit de défense de l'occupant face au droit de résistance des occupés ? C'est une question
c'est une première question. Mais même en supposant qu'il y ait un droit quelconque de défense ou de riposte de l'État d'Israël, bien, le droit de la guerre a un principe de proportionnalité. Or, ce principe de proportionnalité, on est très, 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 très loin au-delà. Et depuis le tout début, depuis les premiers jours qui ont suivi le 7 octobre, on était très loin de la proportionnalité. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fait est que le gouvernement de l'extrême droite israélienne, l'État d'Israël, a saisi le 7 octobre comme un prétexte, comme une occasion pour perpétrer ce massacre de très grande ampleur, ce génocide, qui lui-même vise à l'épuration ethnique des survivants. L'ampleur du massacre, les 70 000 victimes directes de cette guerre absolument effroyable, et le nombre des victimes indirectes, qui est certainement plusieurs fois supérieur à ces 70 000, les personnes mortes du fait de la destruction de toute l'infrastructure sanitaire, de santé, les hôpitaux, etc., le blocus, la famine organisée par le gouvernement israélien à Gaza, tout cela, ce massacre d'une énorme ampleur, qui s'accompagne de la destruction de pratiquement 90% des logements, des habitations dans le territoire de Gaza, eh bien c'est très clair, la finalité est très claire. Il s'agit pour Israël de rendre le territoire invivable dans la perspective d'un départ des habitants. Et honnêtement, qui de nous pourrait jeter la pierre aux habitants de Gaza qui saisiraient la possibilité de partir le jour où ça sera ouvert, et que vous pouvez compter sur le gouvernement israélien et sur le gouvernement des États-Unis pour organiser le départ volontaire, entre guillemets, avec beaucoup d'hypocrisie, n'est-ce pas, des Palestiniennes et des Palestiniens. Mais c'était ça la finalité. La finalité, c'est de compléter l'épuration ethnique qui est à la base même de la création de l'État d'Israël, lorsque 80% de la population palestinienne du territoire dont s'était emparé le nouvel État d'Israël par la guerre de 1948, 80% de la population avait fui les combats ou fui la terreur en espérant revenir. Il a été question de clés. Bon, les gens sont partis avec leurs clés, pensant revenir chez eux, et puis vous savez la suite. Donc, on a un État qui est déjà fondé sur la base d'un crime contre l'humanité, puisque l'épuration ethnique est un crime contre l'humanité, qui vient aujourd'hui de perpétrer un nouveau crime contre l'humanité, mais d'une intensité encore plus forte, qui est un génocide, mais un génocide qui lui-même vise à la continuation du crime contre l'humanité constitutif du projet colonial sioniste en Israël, qui est l'épuration ethnique, qui est le remplacement de la population indigène. Et tout cela est manifeste depuis le tout début. Et depuis le tout début, vous avez eu un certain nombre d'observateurs, y compris de spécialistes de la question, qui ont vu dès les premiers jours qu'on était en face d'une guerre génocidaire. Une guerre génocidaire à partir de la définition légale en droit international du génocide, la Convention sur la question qui date de 1948 et qui définit le génocide comme un acte commis dans l'intention de tuer en tout ou en partie un groupe humain sur la base d'une définition ethnique, raciale, nationale ou religieuse. Eh bien, cette intention-là, cette intentionnalité était très claire depuis le début. Elle était dans les propos du ministre de la guerre israélien, Yoav Gallant, au moment où il annonce, 2 jours après le 7 octobre,
le blocus total du territoire, donc de toute une population civile. On est déjà dans une violation ouverte du droit international, du droit de la guerre, coupant tout, eau, électricité, carburant, nourriture, tout, hein, blocus total sur la population qu'il qualifie d'animaux humains, le langage de la déhumanisation qui est qui va de pair généralement avec le génocide, avec l'intention génocidaire. Elle éclaire cette intention génocidaire dans le but assigné à l'opération d'élimination du Hamas, d'éradication du Hamas, de destruction du Hamas, qui ne fait aucune distinction entre déjà le mouvement politique et sa branche armée qui a un autre nom, les brigades Al-Qassam. C'est la branche armée qui a fait le 7 octobre, c'est pas le Hamas, qui est une organisation de plus de 100 000 membres, qui a gouverné le territoire de Gaza depuis 2007. Et quand on s'assigne comme objectif la destruction de tout ce mouvement, c'est un objectif lui-même qui est génocidaire. Et enfin et surtout, je dirais, au-delà des proclamations, puisque ce qui est plus important que ce qui est proclamé, c'est les actes. Le génocide, c'est des actes commis dans une intention. Et ces actes, qu'est-ce qu'ils traduisent? Eh bien, la façon même dont Israël engage l'attaque, l'assaut contre Gaza après le 7 octobre, elle est de nature génocidaire. Pourquoi? Parce que quand vous larguez des bombes d'une tonne et d'une demi-tonne sur un territoire parmi les plus densément peuplés du monde, sur une zone urbaine parmi les plus densément peuplées du monde, dont pas loin de la moitié des habitants ont moins de 15 ans, des enfants en plus de tout cela, quand vous larguez des bombes et qui ne sont pas prévues, des bombes d'une puissance explosive énormes, qui ne sont pas prévues pour utilisation en milieu urbain, quand vous les larguez sur une zone urbaine, eh bien votre intention, elle est claire. C'est une intention de tuer un très grand nombre. Et là, l'hypocrisie, eh bien, qui consiste à dire que, ah oui, mais on détruit des hôpitaux, on détruit des quartiers entiers, on détruit toute une zone civile, mais parce que le Hamas prend les civils pour bouclier humain. C'est vraiment, encore une fois, un argument d'une hypocrisie sans limite. D'une part, à supposer que vous avez des preneurs d'otages qui prennent des otages, est-ce que cela justifierait de tirer dans le tas de la part des forces de sécurité? Eh bien non, ça ferait un scandale si cela arrivait. Donc c'est déjà un prétexte très fallacieux. Mais ensuite, l'armée israélienne sait très bien, très bien, elle est très bien placée pour le savoir, que les combattants du Hamas n'ont pas besoin de boucliers humains. Ils ont des tunnels. Ils ont creusé des tunnels pour cela. Et donc, tout l'argument qu'on bombarde tout ça parce que le Hamas se cache parmi la population, c'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge, c'est de la pure hypocrisie. Et pour justifier ce génocide et sa finalité, qui est celle de poursuivre l'épuration ethnique de la Palestine. Alors, à tout cela s'ajoute le fait, donc avec tout ce que je viens de dire, vous comprenez à quel point le soutien des gouvernements occidentaux et le soutien des gouvernements européens, en tout cas leur soutien au point même pour beaucoup d'entre eux, de s'opposer même aux appels au cessez-le-feu pendant plusieurs mois. Vous avez eu une attitude du gouvernement européen contre les appels au cessez-le-feu pendant plusieurs mois. C'est donc une façon de soutenir très directement la guerre. Vous comprenez à quel point, bien, à la lumière de tout ce que tous les faits que j'ai évoqués, c'est quelque chose de profondément choquant pour, en tout cas, le reste du monde. Ça a été vraiment perçu comme cela, et je l'espère, aujourd'hui, une grande partie des populations de ces pays-là. Mais c'est plus que cela encore du côté des États-Unis, puisque là je parlais de l'Europe, mais ce à quoi on a affaire, si vous voulez, dans l'histoire contemporaine, c'est vraiment
le premier génocide perpétré par un État avancé industriellement, un État technologiquement avancé, avec le soutien de l'Occident. C'est le premier depuis 1945, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Avec le soutien, cette fois-ci, ouvert, direct, des pays occidentaux, et avec, plus que cela, la participation directe des États-Unis, parce que c'est une guerre conjointe, c'est la première guerre conjointe entre les États-Unis et Israël. Sans les États-Unis, Israël n'aurait absolument pas pu poursuivre pendant si longtemps cette guerre à ce rythme, à cette cadence, avec des milliers et des milliers et des milliers de bombes, comme j'ai expliqué, y compris des bombes d'une tonne et d'une demi-tonne. Donc c'est vraiment une guerre conjointe. Et cette guerre conjointe et ce soutien des gouvernements occidentaux, c'est pas Donald Trump, c'est avant Donald Trump. C'est Biden, c'est des gouvernements, c'est pas le gouvernement de Viktor Orban ou même de Meloni. C'est des gouvernements aussi qui sont censés être des gouvernements libéraux, des gouvernements centristes. En Europe, Allemagne, France, Grande-Bretagne, etc. Eh bien, cette attitude-là, et comme ça a été souligné, le contraste frappant, éclatant entre leur attitude sur Gaza et leur attitude sur l'Ukraine, ce contraste, je n'ai pas besoin de développer, il a été évoqué, mais on le voit sur plein d'aspects, y compris la Cour pénale internationale, y compris, y compris d'ailleurs, je dirais aussi, la façon dont on traite l'invasion russe et la façon dont on traite l'invasion israélienne, alors que ce n'est absolument pas pour excuser ou justifier l'invasion russe de l'Ukraine, mais je veux dire la guerre, personne n'a dit qu'il y a un génocide russe en Ukraine. Je veux dire, du point de vue de la violence, je dirais même du sadisme de la guerre, Gaza dépasse de très loin ce qu'il y a en Ukraine. Et donc, ce contraste dans les attitudes aboutit à un discrédit final de cette prétention des gouvernements occidentaux à adhérer à un ordre libéral international fondé sur des règles, à respecter le droit international. Et tout cela, bon, évidemment, ce n'est pas... ce droit international, il n'arrête pas d'être violé. On a promis à chaque fois, après 1945 et après 1990 de nouveau, après la fin de la guerre froide, on a eu des promesses, notamment de la part de Washington, de respecter et de faire respecter ce droit international. Il n'en a rien été. Et à chaque fois, vous avez les États-Unis qui prennent l'initiative de violations grossières du droit international, comme, pour n'en citer qu'une, l'occupation de l'Irak en 2003. Eh bien, il y avait malgré tout cette prétention de la part au moins des centristes, des libéraux, de continuer à adhérer aux règles. Il y a eu des gouvernements européens qui se sont opposés à l'occupation de l'Irak, l'Allemagne, la France. Et il y a eu un président américain qui est arrivé au pouvoir après cela et qui se vantait d'avoir été contre l'occupation de l'Irak, qui est Barack Obama. Donc tout ça a maintenu l'illusion qu'il y avait quand même une partie des élites occidentales qui adhéraient, n'est-ce pas, à cet ordre libéral international. Eh bien, tout cela est fini. Tout cela est fini. Le discrédit est irrémédiable. Plus personne ne croit à un quelconque attachement réel des gouvernements occidentaux, y compris des libéraux, eh bien, aux principes qu'ils proclament eux-mêmes. Et ce discrédit du libéralisme, eh bien, il a fait le lit de l'extrême droite. Il est partie prenante de cette montée de l'extrême droite, de cette ère néofasciste, enfin, comme il a été rappelé que je l'ai décrite, mais eh bien, la façon dont ces forces libérales et centristes croient bloquer l'extrême droite en s'y adaptant et en reprenant son discours, et ça on le voit partout, eh bien, cette façon-là, elle fait le lit de l'extrême droite,
de façon très claire. Et ce discrédit qui s'ajoute eh bien, à tout cela, aujourd'hui, eh bien, y contribue fortement. Et s'y ajoute en plus, et je terminerai sur cet aspect-là, eh bien, par rapport à cette montée de l'extrême droite, un rôle direct de l'extrême droite israélienne dans le soutien à l'extrême droite mondiale, et notamment l'extrême droite occidentale. L'extrême droite israélienne a fait tout ce qu'elle peut pour absoudre l'extrême droite occidentale de son antisémitisme. Parce que l'extrême droite occidentale, l'extrême droite européenne en particulier, a un fonds de commerce antisémite, comme vous le savez bien, ça fait partie de son fonds de commerce traditionnel. C'est là que réside l'antisémitisme qui a abouti au génocide nazi au siècle dernier. Eh bien, cette extrême droite-là se voit absoudre de son antisémitisme par le gouvernement israélien qui a convoqué, il y a quelques mois, une conférence contre l'antisémitisme avec les Jordan Bardella, les Marion Maréchal Le Pen, les ténors de l'extrême droite européenne, américaine et latino- et sud-américaine, n'est-ce pas? C'est une farce tragique qu'un gouvernement israélien, d'un État qui se proclame juif, organise une conférence avec des antisémites notoires, comme Viktor Orban et autres, soi-disant contre l'antisémitisme. Or, en fait, ce qu'ils appellent nouvel antisémitisme ne vise que les critiques d'Israël, et en particulier pour l'extrême droite, dont le gouvernement israélien, les musulmans en général. Et de fait, donc, le terrain de convergence de tous ces gens-là, c'est l'islamophobie. C'est l'islamophobie aujourd'hui qui est le fonds de commerce principal de l'extrême droite occidentale. L'antisémitisme est toujours là, bien sûr, mais le fonds de commerce principal, c'est devenu l'islamophobie, d'où l'alliance avec l'extrême droite israélienne, et d'où bien cette surenchère de l'extrême droite. Il y a très peu l'AfD, dont le pédigré remonte directement au nazisme. L'AfD allemande a critiqué vertement le chancelier allemand parce qu'il avait osé suspendre des livraisons d'armes il est revenu là-dessus depuis, mais pendant un certain temps court, il a voulu suspendre des livraisons d'armes à Israël. L'AfD, l'extrême droite d'origine nazie allemande, l'a attaqué vertement. Donc on voit dans quel contexte, dans quel cadre on est. Quel avenir pour tout ça? L'avenir aujourd'hui apparaît effectivement très très sombre, mais s'il y a une lueur d'espoir, et c'est la seule dans ce décor effrayant, c'est cette montée de la solidarité avec le peuple palestinien à laquelle on a pu assister. C'est-à-dire que l'horreur du génocide a fini par réveiller les consciences, et on a vu se développer, s'accroître un grand mouvement de solidarité, notamment dans les pays occidentaux, et en particulier aux États-Unis, où, avec un changement dans les rangs du Parti démocrate, les sondages montrent aujourd'hui un changement d'attitude très, très clair parmi les électeurs du Parti démocrate américain sur la question Israël-Palestine, et en particulier aussi, je dirais, parmi les juifs américains, et les jeunes juifs américains, dont une majorité aujourd'hui exprime plus de sympathie pour le peuple palestinien que pour l'État d'Israël. Et ça, c'est très important pour l'avenir. Donc c'est une lueur, c'est la seule lueur d'espoir. Et puis, mais est-ce qu'on peut encore espérer une attitude européenne de soutien véritable aux droits du peuple palestinien, et une Europe qui véritablement recourt à tous les moyens, ils sont considérables, qu'elle a de faire pression sur l'État d'Israël? Eh bien, rien ne permet pour l'instant de l'espérer, mais de le prévoir, mais on peut espérer
que le développement du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien puisse, comme aux États-Unis même, changer la donne politique et créer peut-être un contexte international qui serait finalement favorable à une autodétermination réelle du peuple palestinien. On en est encore loin, mais il faut se battre pour. Voilà. Merci beaucoup.